Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Marion a 2 enfants, elle est mariée et elle est entrepreneuse depuis plusieurs années. Elle a débuté sa carrière d'entrepreneuse en lançant Écriteau, une entreprise de création de contenu pour site internet. Ensuite, elle lance Ziloc, une plateforme de location entre particuliers qui comptait plus de 700 catégories d'objets. Mais on connaît surtout Marion pour être la fondatrice de Wecar. Fille d'un père chef d'entreprise et d'une maman mère au foyer, Marion a été très inspirée par l'équilibre de vie que lui ont offert ses parents. Dans cet échange, Marion nous expliquera comment est né Ziloc, comment la boîte a-t-elle évolué, à quel moment elle décide de créer Wecar, comment elle a réussi à lever très vite de l'argent auprès de Marc Simoncini, quelles sont les clés pour développer correctement son entreprise, quels échecs a-t-elle rencontrés, comment a-t-elle trouvé ses associés et comment la SNCF est devenue l'un des actionnaires majoritaires de Wecar. En 2014, Marion déménage à Marseille et 4 ans plus tard, elle prend la décision de quitter Wecar. Et elle nous expliquera pourquoi. Une fois installée à Marseille, Marion n'a qu'une envie, se lancer dans un nouveau projet qui a du sens. Elle prend la folle décision de relancer Annie Blatt, qui était à l'époque en redressement judiciaire. Annie Blatt était une entreprise de pelote de laine et elle a connu son apogée dans les années 80. Marion partagera avec nous sa nouvelle vision et les plus gros challenges, selon elle, de cette nouvelle aventure. Pour finir, Marion nous livrera son secret pour préserver son équilibre de vie pro, vie perso, et nous donnera 2 précieux conseils pour lancer sa boîte. Bonne écoute à vous. Bonjour Marion. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Bien, il fait beau à Marseille. Génial. Bon, on n'est pas très loin parce que tu sais que moi je suis sur la Côte d'Azur, entre Cannes et Nice, donc chez moi aussi il fait très 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 beau. Marion, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui ne te connaissent pas ? Alors, moi je suis Marion Carrette, j'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis entrepreneur depuis un petit moment maintenant, j'ai créé plusieurs sociétés. J'ai commencé par créer une agence de contenu pour site internet. J'ai toujours travaillé sur internet jusqu'à il y a peu de temps. Donc agence de contenu au départ. J'ai ensuite créé 2 sites internet qui étaient des plateformes de location entre particuliers. Donc un premier qui était Ziloc, location de tout type d'objets entre particuliers. Et le deuxième qui est Wecar, qui est un site de location de voitures entre particuliers, que j'ai revendu à la SNCF. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai un peu bifurqué puisque j'ai repris une vieille marque de pelote de laine qui s'appelle Annie Blatt, qui était chère à mon cœur puisque ma grand-mère m'avait appris à tricoter avec ces laines-là, et société qui était en déperdition et dont on a repris la marque en 2020. Donc ça fait à peine 3 ans. Yes, on va évidemment parler de toutes les étapes que tu viens de citer parce que tu as un parcours qui est quand même super riche et très intéressant, très inspirant aussi. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Donc nous, en fait, dans les locomotives, la deuxième question que je pose à toutes mes invitées, c'est un petit peu de faire un retour en arrière, donc vraiment en arrière, quoi. Et tu prends le point de départ de ton choix, mais c'est pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quelles ont été tes études, comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat et pourquoi, qu'on comprenne un petit peu ton parcours. Alors, moi, j'ai un père qui est chef d'entreprise et une mère qui était mère au foyer. Donc, j'ai été élevée entre les deux, on va dire, avec un objectif dans ma tête, qui était un jour d'arrêter de travailler et de m'occuper de mes enfants, et avec un père qui a toujours beaucoup travaillé. Et donc, je pense que ça a vraiment fondé ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire entrepreneuse avec un équilibre de vie et de famille parfait.
C'est aussi la raison pour laquelle on est aujourd'hui à Marseille. Bref, donc un cadre familial équilibré, avec des gens qui s'aiment, etc. Moi, j'étais plutôt timide, étant enfant, très timide. J'étais plutôt bonne à l'école sans trop travailler, donc ça c'était agréable. J'écoutais bien à l'école et puis après je faisais pas grand-chose chez moi. Et j'ai fait une école de commerce parce que j'avais pas vraiment d'idée très précise de ce que j'avais envie de faire. Et je suis arrivée à l'ESSEC, où j'ai passé 3 années fabuleuses. Et ensuite, la question de monter une entreprise est arrivée assez vite. J'ai commencé par rentrer dans une agence qui faisait des sites internet qui s'appelait B2L à l'époque. Donc ça, c'était en 97, les tout débuts d'internet. Donc je me suis occupée de sites comme du site de Chanel par exemple, parce que c'était vraiment personne savait comment faire des sites internet à l'époque. C'était les tout débuts. Et puis très vite, au bout de 3 ans, j'ai décidé de monter ma propre société. Et donc, j'ai monté Écriteau, qui était pour le coup une agence de contenu pour les sites internet. Les débuts. Les débuts, et est-ce qu'elles ont fonctionné ces premières boîtes? Ouais, Écriteau a bien marché. Je l'ai revendu à une agence de com et je suis encore restée 3 ans dans cette agence de com et ensuite je suis partie pour monter cette fois-ci mon site internet. Et donc c'est à ce moment-là, en 2000, que j'ai créé Zilloc. Non, 2007. Attends, je mélange tout. 2007, j'ai monté Zilloc. 2000, j'ai monté Écriteau. OK, donc 7 ans entre, une de tes premières boîtes et Zilloc qui a, tu vas nous expliquer. En fait, c'est hyper intéressant donc de voir ton parcours, parce que, j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui écoutent les locomotives ou beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer, donc c'est aussi, intéressant de comprendre un petit peu, tu vois, quelles sont la genèse des entreprises que tu as lancées, quels ont été les succès, quels ont été les échecs, les étapes. Donc on va y venir, je vais te poser pas mal de questions. Du coup, pourquoi Zilloc? Comment tu as eu cette idée? Est-ce que tu peux nous expliquer également, ce que c'était exactement? Alors Zilloc, c'était une plateforme de location d'objets entre particuliers. L'idée, elle est née de manière assez bête, pendant un week-end, où j'avais un mariage à Marseille et donc j'avais pris le train et je m'étais dit: «Bah, je trouverai une voiture à louer en arrivant». Et en fait, en arrivant, il y avait pas du tout de voiture, à louer dans les agences de location et il y avait un parking avec 300 voitures, qui me tendaient les bras. Et finalement, j'ai pris un bus pour aller à mon mariage et je me suis dit: «Mais c'est idiot, toutes ces voitures qui dormaient sur le parking». Et puis finalement, c'est vrai d'une voiture, mais c'est vrai aussi d'une perceuse qui dort, dans un garage, et cetera. Et c'était l'époque de eBay et le gros succès d'eBay et je me suis dit: Finalement, on devrait faire une plateforme, non pas de vente, mais de location d'objets entre particuliers». Et donc c'est comme ça qu'est né Zilloc. Et est-ce que ça a cartonné? Alors Zilloc, ça a plutôt bien marché. La seule problématique de Zilloc, c'est qu'il y avait 700 catégories d'objets, donc ça allait de la perceuse, la boule à facettes, le lit bébé, enfin Ah il y avait oui, d'accord. vraiment de tout. Et donc la complexité, c'était d'atteindre une masse critique sur toute la France pour tous ces objets. Donc ça a mis plus de temps à décoller que Wicar qui est arrivé quelques années derrière, où là, finalement, on se focalisait sur un seul produit qui était la voiture et donc ça a été beaucoup plus vite. Et donc Wicar est parti plus rapidement et donc je me suis consacrée très vite à 100% à Wicar et j'ai un peu délaissé Zilloc qui a fermé il y a quelques années. Et est-ce que c'est pas difficile donc quand on lance, une boîte dans laquelle on met déjà beaucoup d'énergie, donc comme Zilloc, de se dire à un moment donné: «Bon, je vais créer une autre branche ou, une «petite sœur» entre guillemets» pour justement essayer de me focaliser sur, un seul objet, ouais, ouais, donc la voiture, la location de voiture. À quel moment, c'est une question un petit peu particulière, mais à quel moment, on peut oser se dire ça et oser créer justement une petite sœur alors que la boîte qu'on a lancée ne fonctionne pas forcément comme on aimerait qu'elle fonctionne? C'était la suite logique, hein. C'était pas une révolution. J'étais pas en train de bifurquer complètement. C'était juste se focaliser sur une des verticales de la plateforme, qui était la voiture. Et puis pour éviter que ça se mélange avec le reste, etc., on en a vraiment fait un site dédié parce qu'il y a des particularités sur la voiture. Il faut avoir le permis, il faut avoir une assurance, etc. Donc c'était plus facile de faire un site dédié à la voiture que de le mélanger avec le reste. Et donc ça s'est fait assez naturellement.
il y avait une verticale qui marchait bien. On s'est dit, bon, bah voilà, on en fait un site dédié et c'est parti comme ça. Et est-ce que tu as été accompagnée pendant, cette aventure? Est-ce que, je sais pas, tu t'es fait, tu es allée dans des incubateurs, des accélérateurs? Est-ce que tu as été accompagnée tout au long ou tu étais, solo? Non, moi, j'ai levé très vite de l'argent, en fait, à la fois sur Zilloc et sur Wicar, auprès notamment de Marc Simoncini qui est bien connu aujourd'hui. Oui. Et en fait, le business model de Zilloc ou de Wicar était relativement similaire au business model de Meetic à l'époque, puisqu'en fait, Meetic faisait se Mmh. rencontrer des hommes et des femmes. Nous, on faisait se rencontrer des locataires et des propriétaires. Mais finalement, le principe était un peu le même. C'était pas pour le même objectif à la fin. Quoique, des fois, les locataires Zilloc se rencontraient comme ça. C'est drôle. Et voilà, donc quand je suis allée voir Marc avec cette idée-là, bah, d'une part, ça allait dans le sens de moins consommer, enfin en tout cas moins produire, essayer de partager les ressources et d'utiliser les ressources qu'on a déjà. Donc ça plaisait à Marc. Et puis par ailleurs, il s'est reconnu assez vite dans la plateforme, le fait de faire se rencontrer des gens. Et donc il t'a vraiment, enfin en plus comment dire? De t'apporter des ressources financières, est-ce qu'il t'a aidé tout simplement à développer ton entreprise? Ça a été un vrai mentor, enfin il a mis sa patte, dans le développement de ta société? Bah, Marc est quelqu'un de très occupé, donc il m'a beaucoup aidé. Il m'a notamment décoincé une fois. Je me souviens très bien, pour Wicar, on n'arrivait pas à obtenir une assurance auto parce que les gens étaient trop frileux. Autant une assurance pour les objets, on l'avait obtenue assez vite parce que finalement, ton objet, au pire, il se casse, tu le rembourses. Une assurance auto, ça peut être un accident avec des gens à côté qui sont dedans. Donc, c'était un autre défi. Et donc, Marc, au bout de quelques mois, je lui dis, bah, j'arrive pas à avoir un produit d'assurance auto. Et il connaissait quelqu'un chez AXA, il m'a fait rencontrer. Il est même venu avec moi. C'est la seule fois où Énorme! il est venu avec moi au rendez-vous. Et donc, grâce à ça, on a réussi à avoir un produit d'assurance auto et ça nous a permis de lancer vraiment Wicar. Et est-ce que tu peux nous expliquer, donc bien sûr, enfin résumer un petit peu, comment tu as fait tout simplement pour lever des fonds auprès de Marc Simoncini? Bah, en fait, moi, j'étais en agence web avec quelqu'un d'autre de bien connu dans le web, un peu plus ancien, qui s'appelle Loïc Lemeur, qui était le fondateur de Le Web, l'événement à Paris, qui maintenant habite aux États-Unis. Et c'est lui, moi, je suis allée voir lui en premier parce que c'était mon boss avant. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais monter une boîte. Est-ce que ça t'intéresse d'investir? Il avait déjà investi dans ma boîte précédente. Et il m'a dit: «Bah, là, non, mais si tu veux, je te fais rencontrer Marc Simoncini». Donc c'est grâce à lui que j'ai rencontré Marc et à qui j'ai été présenter l'idée et qui m'a assez vite dit: «Bah, ça m'intéresse, je suis». Finalement, c'est les rencontres, hein, c'est ce qui fait, beaucoup, beaucoup de choses quand on crée une entreprise, c'est savoir, bah, rencontrer les bonnes personnes, se faire accompagner par les bonnes personnes. Et Marc est quelqu'un d'assez extraordinaire parce que c'est un entrepreneur qui a réussi, mais qui a eu aussi des échecs, donc il est toujours de très bons conseils. C'est important ce que tu dis, tu nous donnes du coup un tips, les clés pour, justement, développer correctement son entreprise. Est-ce que tu en as d'autres? Ouh là là! Attends, on t'a au micro, on va pas te lâcher Marion. On va te poser toutes les questions. Non, j'ai pas vraiment de tips. Moi, je considère que j'ai eu toujours beaucoup de chance. Alors, Ah, c'est beaucoup vrai? de chance, oui. Tu remets ça sur le dos de la chance. C'est intéressant, OK. Bah, la chance et puis savoir la saisir. C'est-à-dire que, bah, i moi, j'ai ma maman qui m'a toujours dit: «Souris à la vie et la vie te sourit» et finalement, ça se révèle assez vrai. Donc oui, quand tu rencontres quelqu'un, et que, il t'aide, bah, c'est, moitié de chance, moitié d'avoir réussi à saisir l'occasion, quoi. OK, donc toi, tu penses qu'il y a quand même un gros facteur chance, en fait? Oui, au départ notamment, parce que voilà, j'ai eu la chance de naître dans une famille, cool, qui m'a fait confiance, qui m'a donné confiance en moi, qui à aucun moment je me suis dit, «Ouh là là, j'ai peur de créer ma société». Ils m'ont encouragée, ils m'ont donc oui, c'est une chance. Le fait de naître dans une famille comme ça, c'est une chance. Après, il faut, après c'est des rencontres,
c'est du travail, hein. Bien sûr. Évidemment que c'est beaucoup de travail, mais voilà, le petit coup de la chance, qui vient pousser, au bon moment, c'est toujours appréciable. Et c'est vrai que tu as raison de dire que le soutien de ses proches, c'est quand même génial parce que beaucoup aujourd'hui ne l'ont pas. Au contraire, je viens de faire un post, tu vois, là-dessus sur LinkedIn qui cartonne d'ailleurs parce que les gens se reconnaissent, où j'explique justement qu'on est souvent confrontés à des discussions où nos proches transfèrent leur peur sur nous. Et finalement, beaucoup viennent à douter et ne lancent jamais le projet qu'ils avaient en tête, parce qu'ils se disent: «Bah ouais, c'est vrai que finalement, je vais peut-être me planter ou pourquoi je quitterais mon CDI pour devenir entrepreneur?» Donc c'est vrai que c'est génial d'avoir des parents, un entourage qui te soutient, dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets. Ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Mmh. Est-ce que tu as connu de gros échecs avec l'aventure Wicar? Non, pas de gros échecs. Évidemment, le parcours d'entrepreneur, c'est, des hauts, des bas. Donc, il y a des moments où on se décourage, il y a des moments où on est euphorique en se disant: «Ah, ça cartonne». Mais pas de gros échecs. J'ai jamais eu, heu, j'ai fait des mauvais choix, j'ai fait des mais pas de gros échecs finalement. Et est-ce que tu as toujours eu un intérêt pour le monde de la tech ou comme tu dis, l'idée, elle a un peu venu, du fait où tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème et tu as voulu simplement y trouver une solution? Ouais, moi, l'idée, elle vient d'un besoin pratique. La tech, c'est un outil. Moi, mon souci avant tout, c'était, j'ai besoin d'une voiture. Ouais. Et je pense que c'est quand ça vient vraiment d'un besoin que ça fonctionne bien. C'est que, voilà, si tu as eu ce besoin-là, il y a d'autres gens qui peuvent l'avoir et donc c'est probablement une bonne idée. Et tu étais toute seule ou tu avais un associé, ouais, un cofondateur, en fait? Alors en fait, sur, Ziloc au départ, moi j'ai eu l'idée toute seule. J'ai cherché des associés, parce que j'avais déjà monté une société toute seule et je trouvais que c'était quand même beaucoup plus sympa à plusieurs. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas trouvé d'associés. Soit mes copains, ils étaient sur d'autres projets, soit on n'était pas assez complémentaires et cetera. Et donc je m'étais dit: «Bon, c'est pas grave, je vais lancer, toute seule». Donc j'avais commencé, à tout faire toute seule. Et puis, j'avais commencé à aller voir des investisseurs et un jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit: «Apparemment, on monte le même projet, ce serait intéressant qu'on se rencontre». Et ce quelqu'un, Mmh. c'était Thibaut Elzière qui, depuis a monté des tas et des tas de sociétés. Et effectivement, ils étaient 2 et ils montaient vraiment Ziloc. Et moi, j'étais toute seule. On s'est rencontrés, dans un café à Paris, et en 1 heure et demie, on s'est dit: «Bon, ça serait sympa qu'on fasse ça ensemble». Et donc on a monté le truc à 3. Énorme. C'est marrant quand ça On se passe est comme ça. Ouais, et puis on était très complémentaires. Et moi vraiment, j'avais pas envie de remonter toute seule. C'est beaucoup moins, enfin, c'est beaucoup de responsabilités sur les épaules quand on est tout seul. Quand on est 2 ou 3, tout de suite, quand il y en a un qui a un peu le blues, les autres peuvent le remonter. Il y a plus d'échanges, on avance plus vite finalement parce que, on débat, on tranche, c'est plus efficace. C'est génial, c'est vrai. Toute cette question de: est-ce qu'il faut se lancer seul, pas seul? Je pense que tout le monde n'est pas fait pour avoir, des associés, mais je pense que l'aventure avec des associés, c'est vrai que c'est top et puis au niveau de la charge mentale, c'est quand même autre chose du coup. Mmh. À condition que ça se passe bien avec les associés, parce Oui, que j'ai aussi, entendu des histoires, compliquées, avec des associés, mais bon, faut bien les choisir. oui, oui, complètement. Il y a toute c'est vrai qu'il y a c'est important ce que tu dis, il y a tout cette question, autour de, comment choisir son associé? Comment ne pas se planter? Parce que c'est ultra important, en fait. Faut à la fois être aligné sur, l'objectif, final, du projet finalement, et il faut être suffisamment complémentaire pour pas se marcher dessus pendant, le projet. Faut bien s'entendre. Enfin moi, c'est des potes, hein, donc on s'est toujours bien marrés, tous les 3, tout en sachant, travailler, être sérieux. Enfin, quand ça se passe bien, c'est super. Mmh, bien sûr. Mais parfois, c'est vrai que même si c'est des potes, parfois on se rend compte que travailler avec, des potes, c'est pas toujours aussi bien que juste aller boire des coups, voilà. C'est devenu des potes, ils l'étaient pas au départ, je les Ah connaissais. oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. C'est devenu tes potes. Bah, ça, c'est génial. Quand ça devient des potes, c'est parfait. OK.
Génial. En 2018, tu cèdes la majorité du capital à la SNCF. Alors ça, c'est complètement fou. C'était en 2015. 2015, il y a la SNCF qui rentre dans le capital de Wicar et qui prend la majorité. Et moi, je suis partie de Wicar en 2018. D'accord. Du coup, c'est complètement fou. Donc, c'est la SNCF qui vous a contacté. Comment ça s'est passé? Enfin, comment on en arrive là, en fait, tout simplement? Bah, sur Wicar, en fait, on avait levé de l'argent avec Marc, donc via son fonds d'investissement qui s'appelait à l'époque Jaina Capital, et avec Ecomobility Ventures, qui était un fonds corporate de Orange, Total et SNCF. Et donc SNCF était déjà indirectement dans notre capital depuis un moment. Et un jour, je suis invitée à un dîner, ça devait être peut-être pour la journée de la femme, je sais plus. Et je dîne à côté de Guillaume Pépi, qui était patron de la SNCF de l'époque, et qui me dit qu'il a rencontré une boîte extraordinaire aux États-Unis et tout, et qui me décrit en fait Wicar. Ah! Et je dis: «Mais Oui. non, mais attendez, venez nous voir, vous êtes indirectement actionnaire». Et donc il m'a pris au mot, on s'est rencontrés, on lui a expliqué qu'on cherchait à lever de l'argent pour se développer plus rapidement et notamment à l'international. Et il m'a dit: «Bah, pourquoi ce serait pas la SNCF qui investit chez vous?» Et sur le moment, je me suis dit: «Oui, enfin SNCF, mastodonte et cetera, est-ce que c'est une bonne idée?» Et en fait, bah, il y avait énormément de synergies avec la SNCF puisqu'il y a 40 de la location de voitures qui se fait en gare et en aéroport. Donc la gare, c'est un centre névralgique, et la SNCF à l'époque avait une stratégie qui était une stratégie du porte-à-porte. Donc, qui était de se dire, OK, les gens, ils vont d'un point A à un point B. Au milieu, il y a du train, mais avant et après le train, on doit pouvoir les aider à voyager de bout en bout. Et donc, avec Wicar, ça permettait d'avoir de la location de voitures, y compris dans des petites gares qui n'étaient pas desservies par des grandes agences de location de voitures, et via des particuliers. Et donc, voilà, ça venait vraiment remplir cette stratégie à l'époque de la SNCF. Et donc, on s'est dit, bah voilà, ils nous apportent de l'argent, ils nous apportent des partenariats intéressants, donc on fonce. Par contre, on a mis tout un tas de règles au départ en disant, voilà, nous, on est une petite structure, vous êtes gros et grand et costaud, donc on reste indépendant, il nous faut un organe de décision hyper rapide. Donc, on a demandé à avoir des gens qui étaient capables de décider au board. Donc, on a eu on a eu la ministre des Armées, par exemple, à notre board. Incroyable. Ouais, non, on a vraiment eu une super équipe au board qui permettait de, bah, s'il y avait besoin de prendre une décision en un quart d'heure, on était capable de prendre la décision en un quart d'heure. Parce que le but du jeu, c'était de surtout pas ralentir, bah, la vélocité de la start-up, quoi. Donc on a eu ça, et puis on a eu aussi une personne qui se chargeait en interne de creuser un petit peu les projets, parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient faire des choses avec nous, et puis l'idée, c'était d'en identifier 1 ou 2 avec le plus gros potentiel, pour pas nous faire perdre notre temps sur des millions de projets qui auraient pas été suffisamment porteurs pour nous. Donc voilà, et avec tout ça, ça a plutôt bien fonctionné. Mais surtout que la SNCF investit énormément d'argent. Bah, la SNCF a investi 8 millions d'euros, D'accord, me semble-t-il. Alors après, il y avait une partie qui était du rachat de parts et une partie qui était de l'investissement dans la structure. d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que il y a eu une accélération instantanée de dingue? Est-ce que ça a eu l'effet escompté? Pas du tout. Ah, c'est pas vrai? D'accord. Non, bah, pas instantanément, parce que c'est des projets de longue haleine. On voulait mettre des boîtiers dans les voitures, en gare, dans les différentes gares, qui nous paraissaient importantes et tout. Donc c'est des projets qui se sont déployés sur plusieurs années. Donc ça, l'effet, il est pas du tout immédiat. Le seul effet immédiat, c'est, bah, on avait de l'argent, donc on a pu recruter, on a pu faire un peu de marketing et tout ça, mais sinon l'effet partenarial entre guillemets, ça a mis plus de temps à arriver. Et du coup, tu as précisé tout à l'heure, en 2018, c'est quand tu as quitté la boîte. Pourquoi du coup tu as pris cette décision? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, voilà, quel a été, le déclic pour prendre cette Ouais, décision? bah, en 2014, en fait, on a décidé avec mon mari d'aller s'installer à Marseille. Donc moi, je travaillais du lundi au jeudi à Paris et le vendredi depuis Marseille.
Et ça faisait donc 4 ans que je faisais des allers-retours Paris-Marseille toutes les semaines. J'avais toujours espéré pouvoir convaincre toute la boîte de venir s'installer à Marseille. Je trouvais que c'était quand même 10 fois mieux qu'à Paris, où j'avais des salariés qui mettaient 1 heure et demie parfois pour venir au bureau. Ah là là. Et en fait, tout ça, c'était avant le Covid. Et le jour où je me suis avouée à moi-même que non, j'allais pas réussir à les convaincre, j'ai décidé que voilà, 4 ans, c'était suffisant. Donc j'ai j'ai dit à Benoît, qui était le DG de la boîte, que j'allais m'en aller et que voilà, je lui ai confié la boîte. Et donc il a repris la direction et voilà. Et donc j'ai annoncé à SNCF que je m'en allais. Et avec l'idée de m'installer à plein temps à Marseille et de remonter un projet depuis Marseille. Mais qui n'aurait pas forcément un lien avec, le projet actuel? Non, Oui, voilà. Wicar, c'était, alors j'étais toujours tout petit actionnaire, donc j'étais encore au board, je suivais évidemment, c'était mon bébé et C'est ça. je j'ai suivi toutes les pérégrinations, mais j'étais plus du tout opérationnel. Et Wicar aujourd'hui, ça en est où? Wicar, il y a eu le confinement, et où pendant tout le confinement, évidemment, Wicar a fait 0 € de chiffre d'affaires. Et puis post-confinement, c'est reparti, de plus belle. Et donc Wicar aujourd'hui, ça marche bien. Très bien même. En tout cas, c'est beau parce que cette décision finalement tu l'as pris pour toi, pour te préserver toi, ton énergie, ta famille, ta vie perso, et je trouve que c'est super courageux de prendre une telle décision et comme tu le dis, c'était ton bébé, donc ça a pas dû être facile même si, ta nouvelle vie, j'imagine, t'a apporté beaucoup plus de douceur, comparé au tourbillon parisien. Ça, je pense que c'est une belle décision. Tu ne regrettes pas ta décision aujourd'hui? Non, je n'ai jamais regretté. Est-ce que tu te rends compte, de comment dire? De l'incroyable expérience que tu as vécue avec Wicar? Ah oui, je me rends compte, enfin l'incroyable expérience, bon ça ne reste que du boulot, hein. Oui, bon, Mais non, mais forcément, c'est moi qui ai recruté l'équipe, donc c'était des gens avec qui j'appréciais travailler. C'est un des points principaux pour moi, c'est quand on est entrepreneur, on façonne son équipe. Donc c'est génial parce que moi j'ai recruté des gens avec qui j'avais envie de bosser, donc tous les matins j'étais contente d'aller bosser parce que voilà, c'était des gens chouettes. Donc ouais, non, c'est une super expérience. Wicar, en plus c'était les tout débuts où quand on disait qu'on faisait de la location de voiture entre particuliers, les gens nous riaient au nez en nous disant: «Jamais de la vie je louerais ma voiture à quelqu'un d'autre». Et puis finalement aujourd'hui ça paraît assez normal. facile, normal. Donc ouais, non, on a vécu toute cette période assez chouette. Et c'est drôle parce que, on va clôturer avec, la période Wicar, mais en fait, vous avez lancé Wicar à peu près en même temps qu'Airbnb, la location d'appartements? Ouais, Zilloc a été arrivé avant Airbnb et Wicar, ça devait être à peu près concomitant, il me semble. Mais oui, c'est toute la vague de ce qu'on Eh appelait la ouais, consommation collaborative, heu, entre Airbnb, même BlaBlaCar, on on avait d'ailleurs un petit groupe comme ça d'entrepreneurs autour de ce thème. C'était sympa. génial, génial. Et donc aujourd'hui, nouveau challenge, tu passes de la tech à la mode. Si j'ai cru comprendre, pour le coup, tu n'es pas du tout à la base, fan de mode. Alors explique-nous un petit peu, bon tu as un petit peu, teasé tout à l'heure en nous expliquant que ça avait un lien avec, ta grand-mère, mais est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'il y a ce lien effectivement, mais pourquoi du coup te lancer dans un tel projet comme celui d'Annie Blatt? En fait, donc en arrivant à Marseille à plein temps en 2018, je me suis dit: «Bon, voilà, je veux remonter un projet». Donc j'ai commencé à chercher des idées, dans tous les sens avec, quand même, l'objectif que ça ait un sens. Parce qu'après avoir fait, Zilloc, Wicar, qui étaient vraiment des plateformes où l'idée c'était de renoncer, à sa voiture, enfin à la propriété et favoriser l'usage. Donc je voulais que ça ait un sens, donc j'ai creusé des choses sur l'éducation, sur le gaspillage, sur, plein de choses. Et puis, je creusais pendant 2 semaines et puis au bout de 2 semaines, j'ai dit: «Bon, non, c'est pas, ça me plaît pas et tout».
Et donc, au bout de 6 mois, j'avais creusé quand même pas mal d'idées et j'étais un peu, j'avais rien trouvé qui m'enthousiasmait complètement. Et je suis tombée par hasard sur une veille d'entreprise qui était en difficulté. Et ce jour-là, il y avait la filature qui détenait la marque Aniblatt qui était en dépôt de bilan. Et moi, la marque Aniblatt, en fait, déjà, c'est une marque qui a été très longtemps dans le nord de la France, qui était détenue par un groupe textile. Moi, je viens de Lille, avec une grosse tradition textile dans le nord. Et, et donc, cette marque, elle me parlait et je me suis dit, tiens, voilà, je vais aller voir. Et donc, je suis allée voir la société qui était en redressement judiciaire. Et là, j'ai vu des pelotes, une filature, et ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire revenir à des choses, m'éloigner un petit peu de l'écran et revenir à des choses qu'on peut toucher, à du produit, à de la prod, etc. Et donc, j'ai essayé de reprendre la société de sauver la société. Finalement, ça a été trop compliqué. Bon, bref, je passe les détails, mais la société est passée en liquidation judiciaire. Et donc, à ce moment-là, on a eu l'opportunité de racheter les actifs. Donc, on a racheté la marque, ses archives. Et pendant ces 6 mois que j'avais passé à étudier la société, à rencontrer les gens et tout, j'avais rencontré la styliste de la société, qui est Anne Molino, qui travaille depuis 20 ans dans la société et qui sait faire des trucs incroyables. Et donc, je lui ai dit, mais c'est pas possible que cette marque, elle disparaisse. Est-ce que ça t'intéresse qu'on remonte tout ça ensemble? Et donc, elle m'a suivie. Et donc, on a obtenu le rachat de la marque en janvier 2020, juste avant le Covid. On a tout relancé plus ou moins pendant le Covid et on a ouvert le site internet et donc la vente, le début de la vente de pelotes et de pulls en mars 2021. Donc ça va faire 2 ans que le site est réouvert. Et donc on fait 2 choses. On fait du tri commun, c'est-à-dire qu'on vend des pelotes et des modèles à tricoter pour permettre à nos clientes de tricoter elles-mêmes le modèle. Donc il y a une fiche explicative plus la matière pour permettre de réaliser le modèle. Et à côté, moi j'ai toutes mes copines qui, la plupart, ne savent pas tricoter. Et donc, je voulais absolument leur proposer des pulls en prêt-à-porter, mais un peu différents. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour avoir une fabrication à la demande. Donc, on n'a pas de stock, on fabrique que quand on a une commande qui arrive sur le site internet. Et fabriqué en France dans des matières qui sont nos matières de pelote, donc des matières qu'on trouve pas finalement dans le commerce aujourd'hui. Ça va être du Super-Kid mohair et soie, ça va être de l'angora avec du mérinos, des matières naturelles. Toujours dans le respect du style Aniblatt. Aniblatt, c'est son apogée, c'était dans les années 80. C'était Anne Sinclair sur 7/7 avec des pulls hyper poilus. C'était Serge Gainsbourg qui a fait la publicité dans les années 80 pour la marque. Donc c'était une marque qui était très très connue, qui date des années 30 et avec vraiment une histoire et tout. Donc on a retracé toute l'histoire d'Aniblatt, qui était la créatrice de l'époque. Et puis on a resélectionné des fils, travaillé avec des filatures en France, en Italie, etc. Et on a tout reconstruit avec Anne. Et qu'est-ce qui va changer? C'est-à-dire, donc le Aniblatt d'avant, quelle femme, ça ciblait? Et aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres objectifs, une nouvelle vision, mission? Est-ce que tu cibles des femmes plus jeunes? Et voilà, qu'est-ce qui va changer finalement avec toi maintenant à la tête d'Aniblatt? Déjà avant, ça n'était que du tricot, donc ils éditaient des magazines avec des modèles et qui mettaient dans les merceries. Et puis les gens qui avaient envie de tricoter feuilletaient le modèle et disaient voilà, je voudrais tricoter celui-là. Donc c'était assez, ça restait dans un milieu assez fermé. Là, l'objectif, c'est de vraiment faire découvrir la maille partout et promouvoir vraiment le made in France, la qualité de la matière. Quand on regarde les étiquettes dans les magasins, c'est à pleurer, hein. Quand il y a 30% de mohair, on est content. Quand c'est fabriqué en Italie, on est content. Mais c'est rarement plus. Donc fabriquer en France dans des matières naturelles et tout, c'est quand même... et rien ne me fait plus plaisir que quand j'ai une copine qui me dit mais Marion, je t'ai acheté un pull là, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Et là, je me dis bon, ça va, le pari est réussi. Et ce qui est sympa, c'est que à la fois nos anciennes clientes, les clientes qui tricotent
qui ont parfois un certain âge et tout, elles sont tellement contentes d'avoir retrouvé la marque et la qualité et les modèles, etc. Elles nous font des messages hyper gentils tout le temps. Et puis à côté, on a réussi aussi à séduire des gens plus jeunes qui vont peut-être s'orienter aussi vers le prêt-à-porter, mais il y a aussi de plus en plus de jeunes tricoteuses et qui trouvent nos modèles aussi finalement super sympas. Donc on a réussi à concilier un peu plusieurs générations. Et c'est ça qui est sympa aussi autour de cette marque, c'est que c'est vraiment une histoire. Enfin, moi, je parle de ma grand-mère, mais c'est très souvent que nos clientes nous disent ah mais moi c'est toute mon enfance, c'est ma mère qui tricotait, c'est ma grand-mère, etc. Donc il y a vraiment cette histoire de transmission. Le tricot, c'est vraiment ça, c'est souvent quelqu'un de sa famille, et en général une mère ou une grand-mère qui a appris à quelqu'un. Et en fait ça fait un peu Madeleine de Proust. Et puis le fait de toucher ces matières qui sont d'une extrême douceur. On a de l'angora, notre angora il est vraiment 100% français. Les lapins sont élevés en France, le fil enfin, notre filature elle est en France, la teinture est en France, le tricotage du pull est en France, tout est français. Et c'est d'une douceur et d'une chaleur, enfin c'est incomparable. Donc voilà, on est content parce qu'on a réussi à. Moi j'avais un peu peur du c'était mieux avant, etc. Et en fait pas du tout. Tout le monde nous retrouve la qualité et les jolis modèles de l'époque. Et ça va être quoi, selon toi, les plus gros challenges, du coup, avec cette nouvelle aventure dans les années à venir? Bah, c'est de réussir à continuer à fabriquer en France. Ah! Ouais. Parce que, bah, plus on grossit, plus on a des volumes et fabriquer à la demande, c'est déjà un sacré défi. Des ateliers de tricotage qui savent faire la qualité de nos pulls, il y en a déjà pas beaucoup en France. En Italie, ils ont quand même réussi à mieux conserver ce patrimoine, mais en France, c'est quand même compliqué. Et donc, bah, avec la croissance, il va falloir qu'on réussisse à continuer à produire à la demande en France. C'est ça qui va être, à mon avis, le plus difficile. C'est sûr, c'est un vrai challenge. Après, j'allais dire, tu n'es pas très loin de l'Italie. Non, je suis pas Mais très loin de l'Italie, voilà. mais bon, si ça pouvait rester, moi, je sais pas pourquoi j'ai envie de créer des emplois, j'ai envie de remettre, parce qu'on est quand même, la France est quand même super connue pour, son industrie de la mode, mais et de la haute couture et tout ça, donc tout ce qui est métier d'art, enfin, c'est moi, ça me fascine, les gens qui brodent, qui font de la dentelle et tout ça, je trouve ça fabuleux. Et c'est trop dommage que ce soit parti dans les années 90, notamment la partie tricotage, qu'elle soit partie en Chine ou ailleurs. Il faut vraiment qu'on remette bah, de la prod en France. Si toutes les fringues qu'on portait étaient fabriquées en France, je pense que le chômage n'existerait plus depuis longtemps. Mmh, c'est sûr, c'est sûr. Et comment c'est une question peut-être un peu, bête, mais j'y connais rien, hein, dans ce milieu-là. Est-ce que, il y a des machines de tricot, hyper, puissantes qui existent ou pas du tout, tout est fait à la main? Non, non, des grosses machines à tricoter qui te «pondent» entre guillemets, alors tu as des machines qui te font juste des panneaux et après il faut les assembler. Et sinon tu as de plus en plus des machines en 3D qui te tricotent le pull en 3D, et donc le pull sort. Alors après il faut quand même couper des fils et et Ouais. l'apprêter un peu, Mmh. mais donc ça n'a aucun sens d'aller faire tricoter un pull en 3D à l'autre bout du monde, enfin vraiment aucun sens. Donc voilà, ça c'est mon credo, vraiment, essayer à la fois de remettre de la prod tricot en France. Et puis et mon deuxième truc, c'est d'essayer de remettre des choses manuelles à l'école, Ah là réapprendre là, quelle bonne à idée. tricoter, à coudre, à faire de la menuiserie, je sais pas quoi à l'école. Moi, j'ai appris ça aussi à l'école. On faisait, le samedi matin, on faisait, atelier menuiserie, atelier couture, atelier cuisine. Et ça manque cruellement, je trouve, aujourd'hui. C'est génial que tu parles de ça parce que c'est une conversation que j'ai eue plein de fois avec ma mère où je disais: «Mais pourquoi maman, ils ont enlevé les cours de couture ou les cours de ci, de ça?» Je comprenais pas. Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'éducation nationale s'est dit: «Bah tiens, on va sortir, tous les trucs les plus utiles et les plus intéressants et les plus créatifs, du programme?» C'est quoi Ben, l'idée? j'en ai aucune idée. Ça me ouais, bon.
C'est Mais c'est idiot parce qu'en plus, quand tu vois, moi, j'ai appris à mon fils à tricoter et Oh, j'adore. il m'a fait un tour de cou, pour Noël, Oh non! et quand tu le vois concentré sur son tricot, c'est hyper satisfaisant. Tu vois le tricot qui avance et tout, et puis, en fait, tu es concentré, c'est zen, enfin, tu penses à rien d'autre. Tu es pas en train de te casser les yeux sur un écran, enfin, c'est vraiment un truc à part, le tricot. Et je pense qu'il y a beaucoup de métiers manuels, beaucoup de choses manuelles comme ça qui permettent ça aussi. Et je trouve que c'est dommage, d'arrêter tout ça à l'école, vraiment. Mais C'est bien donc sûr. voilà, ça c'est un de mes autres credos, essayer de remettre les enfants, aux choses manuelles. Mais tu as tellement raison. Je suis à 100 avec toi. Donc petite transition, tu parles de ton fils, donc tu es aussi maman. C'est intéressant aussi de voir, comment tu gères ta vie tout simplement, Marion. Comment tu préserves ton équilibre vie pro, vie perso. Voilà, tu es quand même une sacrée entrepreneuse. Est-ce que tu as des secrets ou des recos à nous faire? Moi, j'ai la chance de pas être stressée du tout. Enfin, en tout cas sur les choses, du boulot. Je suis stressée pour mes enfants, quand ils font des choses, qui me font peur, mais non, je suis assez zen, ce qui fait que je suis capable de absolument pas penser au boulot, de tout le week-end. Moi, je sors de mon boulot, le vendredi soir, le lundi matin, je sais même plus de quoi on parle, quoi. Donc j'ai cette faculté à couper complètement qui pendant longtemps m'a un peu complexée. Je me disais: «C'est bizarre, je dois pas être, entrepreneur comme les autres, c'est pas normal de pas y penser le week-end et tout», et en fait, je me suis rendu compte que c'était une force extraordinaire parce que je me ressource complètement le week-end et donc j'arrive le lundi, complètement renouvelée. Hem Et puis après, bah, moi, j'ai toujours travaillé beaucoup, mais jamais le week-end, j'ai vraiment des moments où c'est pour moi, pour ma famille, et je coupe complètement. Et c'est un peu, les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, c'est un peu, dangereux parce que justement ça ramène, dans la dans la sphère, quotidienne des choses qui devraient pas y être, je trouve. Donc C'est vrai. moi je me pose pas mal de questions sur Insta parce que finalement, bah, je commence à regarder le week-end alors que j'ai jamais fait ça, de toute ma vie. Et donc voilà, c'est insidieux en fait, ça rentre par des petits et puis après, mais bon, même si je vois un truc, de boulot le week-end, 5 minutes après, j'ai oublié et je suis sur autre chose. C'est génial. Comme tu le dis, c'est une force, mais extraordinaire, quoi. Ce lâcher prise et surtout, quand tu lances, une nouvelle boîte, ça obsède en général. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un bébé et tu as tout à fait raison, cette histoire d'Instagram, on en vient à avoir besoin, de faire des digital détox, comme j'ai pu faire pendant les vacances de Noël. Mais tu vois, se retrouver là, c'est triste, en fait. C'est triste et en même temps, sans Instagram, sans les réseaux sociaux, aujourd'hui, les boîtes, enfin, ce n'est que mon opinion, mais elle ne peut pas exister et elle ne peut pas se développer. Je pense que si tu as pas de communauté derrière aujourd'hui, c'est très compliqué. Mmh. Non, mais c'est sûr. Mais j'avais pas, tu vois, chez Wicard, Instagram était pas encore, développé comme ça. C'était Et puis bon, c'était pas le secteur de la mode, donc c'est vrai que sur le secteur de la mode, Instagram, tu peux pas passer à côté, quoi. Donc et puis tu as des moments, dans le week-end qui sont quand même, plus intéressants où tu as pas mal de gens qui regardent et tout, ce qui fait qu'en fait, ça te happe, mais bon, faut réussir à lutter. Je lutte. Ouais, mais du coup, c'est intéressant parce que j'ai vu effectivement que toi, en tant que Marion Carrette, pas en tant qu'Annie Blatt, mais tu n'as pas forcément de présence sur Instagram, donc tu as un compte, mais effectivement, voilà, tu es pas forcément là à enrichir un maximum, ta présence, numérique. Est-ce que tu le fais ailleurs? Est-ce que tu as un autre réseau de prédilection ou tu es pas trop réseau? Non, moi, en dehors de mes comptes pro, je fais quasiment rien. Je m'exprime une fois de temps en temps sur LinkedIn quand il y a vraiment un truc qui m'énerve ou machin, mais c'est très rare
Et en général, le compte Instagram, c'est le compte Annie Blatt. Enfin, c'est au nom de la société. Moi, j'ai rien à dire sur Instagram à titre perso. Ouais, et tu penses que ça restera toujours comme ça ou tu penses que tu peux être amené à évoluer et justement te faire happer, par ce monde virtuel, mais pourtant si nécessaire? Non, non, ça restera comme ça. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que, bah, je pense que tu es quelqu'un de super discipliné, et tu sais poser tes limites, même si tu le fais, inconsciemment, comme tu dis, bah, ça fait partie de toi, c'est une force et cetera. Mais je pense que c'est quand même 2 atouts, primordial, d'un entrepreneur, en fait, tout simplement. Bah, je pense qu'il est important, c'est d'être aligné avec soi-même et d'être bien dans ses pompes. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui ne convient plus, moi, je suis la première à dire qu'il faut changer parce que sinon, ça nous pollue la vie et le boulot, c'est quand même une grande partie finalement de notre temps. Donc, dès que ça va pas, il faut faire en sorte que ça aille parce que sinon, ça rend malade. Complètement, complètement. Est-ce que tu as d'autres choses à partager avec nous, Marion? Peut-être des futurs projets dont tu aimerais parler? Est-ce que, tu as quelque chose d'autre à dire? Bah, non, moi je suis vraiment, j'incite, tout le monde à s'ils ont des envies, de monter des boîtes, de se lancer. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de freins, de peurs, mais il faut pas hésiter, quoi, et notamment quand on est jeune parce que finalement on n'a pas grand-chose à perdre. Moi, j'ai lancé ma première boîte, j'avais 25 ans. Bon, bah, voilà, au pire ça se plantait, j'aurais retrouvé un boulot, donc évidemment, il faut avoir une petite mise financière. Enfin, il faut, pas faire n'importe quoi non plus, mais quand on est jeune, il y a pas grand-chose à perdre. Quand on est plus âgé, c'est un peu plus compliqué. Parfois, on a des enfants, des crédits, des choses comme ça, mais il y a pas de bonne excuse, quoi. Si on a envie de se lancer, on y va et on trouvera forcément, la manière de faire. Alors, il faudra peut-être accepter 2-3 sacrifices, mais voilà, il faut pas hésiter. Et l'autre «conseil» entre guillemets, c'est que, je pense que, si on veut monter une boîte, il faut avoir, un terreau, un peu solide. C'est-à-dire que, bah, non, on évite de monter sa boîte, quand on est dans des situations de fluctuations, sentimentales ou de divorce ou je ne sais quoi. C'est pas le bon moment. Il faut être à peu près, solide parce que c'est vraiment, bah, c'est fatigant, c'est un marathon, c'est pas enfin, ça va durer et c'est des hauts et des bas donc il faut être capable d'absorber ces hauts et ces bas, sans que ça nous affecte, à titre perso, en fait, et si ça nous affecte à titre perso, c'est que peut-être on n'est pas fait pour ça. Ouais, et on compare souvent les entrepreneurs à des sportifs de haut niveau et je fais un lien, rapide avec les footballeurs pros, par exemple. On dit que les meilleurs footballeurs professionnels sont ceux qui ont une stabilité, en fait, dans leur vie perso, donc une femme, enfin, en tout cas, une vie sentimentale épanouie, des enfants, un cocon qu'ils peuvent retrouver et qui permet de garder finalement cet équilibre dont tu parles et d'être le meilleur. Donc c'est intéressant, c'est top ce que tu dis. Merci Marion pour ces précieux conseils. Je sais pas ce que ça pourrait qui ça pourra aider, mais bon, voilà. Mais ça aidera, j'en suis certaine. On a 3 questions rituelles à la fin de chaque échange dans les locomotives. La première question, bah, ça rejoint peut-être un peu ce que tu viens de dire, mais on va voir. Est-ce que tu as, Marion, un mantra ou une phrase qui te guide dans la vie? Bah, ça serait la phrase de ma maman, là: «Souris à la vie et la vie te sourit». Parfait. Et quel était alors tu vas me dire, est-ce que tu rêvais d'être entrepreneuse déjà depuis toute petite ou est-ce que tu avais un autre rêve quand tu étais petite fille? Assez vite, je me suis dit que j'allais créer une boîte, mais quand j'étais petite, au tout début, je voulais être chirurgien. Puis comme je supporte pas le sang, heureusement que j'ai jamais fait ça parce que ça serait une catastrophe. Ah oui, effectivement. Dernière question, c'est quoi pour toi, Marion, être la locomotive de sa vie? Bah, c'est franchement rester aligné avec ce qu'on est, ce qu'on veut être et pas, enfin, dès que ça se désaligne, se rendre compte que ça se désaligne et se remettre dans ce qu'on est. Jamais, jamais déroger à la règle, c'est-à-dire, si on n'est pas bien, il faut changer, quoi. C'est vrai, c'est parfait. Écoute, c'est validé. Tu passes le test.
C'était top. Merci beaucoup, Marion, pour ton temps. Je te souhaite beaucoup merci à toi, Sandra. Non, mais merci à toi. Non, je rigole, on va pas se faire merci pendant 3 heures. Mais vraiment, c'était super de t'avoir au micro des locomotives. Je te souhaite bien du succès et puis surtout du bonheur. Mais bon, j'ai pas l'impression que tu en as besoin qu'on te le souhaite. Tu as l'air d'être quelqu'un de jovial dans ton quotidien. Oui, ça va. Oui. Merci Marion, à très bientôt. Merci, à bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.